On a vraiment automatisé une stack qui prend l'information de la sécurité sociale qui nous arrive en amont, qui va traiter cette information, identifier combien est-ce qu'on doit lui rembourser, si on doit le rembourser, et ensuite déclencher le paiement de manière automatisée. Toute cette chaîne de valeur, on a aujourd'hui automatisé plus de 95% des remboursements de sinistres. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous décrire cette fameuse culture d'entreprise Alan, et puis surtout comment elle se décline au sein de la fonction finance aujourd'hui? C'est un des trucs qui m'a aussi convaincu à la base de venir chez Alan. Là où ils avaient été très forts, c'était à construire la culture d'entreprise qui allait attirer des talents en recrutant des gens très bons dans leur domaine et en leur laissant la liberté d'exécuter au bon niveau. Bonjour à tous et bienvenue sur Balance Sheet. Je suis Gilles Barcatz, le cofondateur d'Interexco Conseil, cabinet de conseil et de support opérationnel dédié à la fonction finance. Alors Balance Sheet, c'est quoi? C'est le podcast d'Interexco Conseil qui décrypte les enjeux de la fonction finance avec des experts. On espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et très bonne écoute. Bonjour Marc. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau numéro de Balance Sheet. Tu es VP Finance chez Alan. Donc Alan qui est une insurtech qui en moins de 10 ans est devenu un des acteurs majeurs de l'assurance santé en France avec, voilà, tu en parleras mieux que moi après, mais avec une approche, avec une vision tech très développée et aussi une vision expérience client assez poussée. Euh, donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir justement explorer sur la partie fonction finance, comment vous avez réussi à construire une fonction finance scalable, c'est-à-dire vraiment capable d'accompagner l'hypercroissance qu'a connue et que connaît toujours d'ailleurs Alan aujourd'hui. Comment derrière, voilà, avec l'arrivée de la profitabilité, comment vous allez ajuster tout ça? De manière plus générale aussi, un peu avoir ton approche de l'automatisation et de l'IA. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui est au cœur du modèle aujourd'hui d'Alan. Donc, un peu voir quelle est votre approche et comment elle est déclinée sur la partie fonction finance. Et puis également terminer sur le positionnement de la fonction finance. Et puis également la culture d'entreprise d'Alan. Ce serait dommage de ne pas en parler. C'est un point qui est très, très connu chez Alan. Et puis de voir surtout comment elle a façonné la fonction finance d'Alan. Voilà, en quelques mots. Avant de commencer, peut-être que de parler de tout ça, peut-être te présenter, nous expliquer un peu comment tu es arrivé chez Alan et puis quel est ton rôle aujourd'hui au sein de la fonction finance. Très bien. Déjà, merci de m'accueillir et du coup, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Marc, ça fait 6 ans maintenant que je suis chez Alan. J'ai un parcours un peu classique pour les gens qui bossent dans la finance où je suis passé par l'audit comme beaucoup. J'ai fait 6 ans chez Mazars où je me suis assez rapidement spécialisé dans l'assurance et du coup l'audit des fonctions d'assurance. J'ai eu une grosse mission qui m'a beaucoup plu, qui a duré une grosse partie de ma carrière là-bas, qui était AXA Corporate Solutions, qui est un peu la mission qui m'a fait rester longtemps, parce que justement, c'est une activité qui est un peu annexe, dans laquelle on ne peut pas appliquer des méthodologies d'audit classiques et on n'est pas juste en train d'appliquer un playbook classique. On est obligé de se remettre en question, de se poser des questions, de comprendre le métier, de comprendre l'évolution. Parce que pour la petite histoire, AXA Corporate Solutions, c'est la branche grand risque d'AXA. Et du coup, c'est que du spécifique, que du sur-mesure. Et du coup, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, de comprendre la méthodologie du métier, comprendre comment se remettre en question, comment apporter de la valeur aux clients. Et du coup, c'est ce qui m'a fait tenir aussi longtemps en audit. D'accord. Euh, Alors AXA CS, maintenant c'est AXA Excel pour le coup. Ça a Tout été, à fait, ouais, voilà, qui a changé de nom qui a depuis. changé de nom aujourd'hui. L'autre chose qui m'a beaucoup plu à l'époque et qui m'a fait rester aussi longtemps, c'est que Mazars était encore un cabinet de taille un peu moindre que les Big Four, ce qui fait que les experts assurances avaient une place un peu à part, dans le sens où toutes les missions hautes, type conseil, due diligence, ou même actuariat de temps en temps, on n'avait pas systématiquement des ressources dédiées au sein des fonctions conseil pour effectuer ces missions-là. Ok. Et du coup, on appelait les auditeurs à la rescousse parce qu'ils connaissaient le business sous-jacent et du coup, ça donnait une certaine variété des missions. Ok. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un scope un peu plus large de missions. Tu as pu mixer audit et conseil, grosso modo. Exactement. Ok, super. Comment tu arrives après chez Alan pour le coup? Alors, Parce que l'histoire un peu... parce qu'en plus, tu y arrives très tôt. Enfin, tu es dans les premiers arrivants d'Alan. je suis arrivé, la boîte avait 4 ans déjà. 4 ans déjà. Ok. On était à peu près 150. Mais j'avais entendu parler d'Alan assez vite parce que dans le cadre de mes missions chez Mazars, j'avais passé en parallèle un diplôme d'actuariat. D'accord. Et lorsque je passais mon diplôme d'actuariat, il y avait des profs de tous horizons. On avait le directeur technique de la CNP, on avait le directeur général adjoint de BPCE Assurance.
Donc toujours un peu des gros profils assez impressionnants et qui avaient un peu de bagage. Et il y en avait 2 qui étaient beaucoup plus jeunes. On se demandait un peu, enfin, qui c'était et qui nous racontaient qu'ils étaient en train de monter leur boîte d'assurance. C'était pas les 2 cofondateurs, mais c'était 2 experts assurance D'accord. qui étaient les employés, je crois 4 et 5 d'Alan, et qui nous racontaient qu'ils venaient d'obtenir leur agrément, d'assurance et qu'ils s'apprêtaient à le lancer. Ça paraissait un peu, je me rappelle, utopiste de mon point de vue, parce que j'avais un peu cette vision que le marché de l'assurance se concentrait, que les petites boîtes étaient en train de se faire bouffer par les grosses et que, essayer de lancer une boîte dans cet univers qui est très capitalistique, qui demande beaucoup d'argent pour être capable de survivre et qui est encore en plus en train de se concentrer, ça me paraissait un peu enfin, ambitieux et utopiste. Et surtout qu'en plus, Alan, c'est pas un courtier, c'est un vrai assureur. Tout à fait. Donc il porte le risque, donc effectivement, ça demande des capitaux assez importants pour le coup. Ouais. Dès le début, en plus, enfin, c'est vraiment ce qui nous avait vendu et expliqué, c'est que la première chose qu'Alan a fait, c'est demander son agrément d'assurance, chose qui n'avait jamais été faite depuis 30 ans, où le dernier agrément qui avait été donné était dans les années 80 et Alan, débarque en 2016, obtenant son agrément pour, porter son propre risque et va se dire: «Bah, je pense que je vais être capable de tout faire tout seul». Donc ça m'a donné un point de vue de la boîte qui, à la base, heu j'étais, non pas sceptique, mais en tout cas amusé et intrigué par leur aventure et du coup, je les avais un peu suivis de loin. Mais à l'époque, j'étais bien chez Mazars, j'avais pas spécialement d'envie de bouger. Mais du coup, le jour où j'ai reçu un petit message de Paul, qui était un de mes profs du coup, au CEA, du coup là où je passais mes cours d'actuariat, en me demandant si j'avais pas envie de bouger, bah, du coup, je savais un peu qui ils étaient, d'où ils venaient et du coup, ça m'a un peu titillé. OK. OK, très clair. Donc tu rejoins Alan. Peut-être déjà, d'abord, parce qu'on n'a pas parlé trop d'Alan encore, même si la boîte est évidemment connue, mais peut-être quelques mots sur Alan déjà pour un peu situer l'entreprise aujourd'hui. Donc Alan, on est plutôt connu sur l'assurance santé et c'est, ce sur quoi, ben, j'ai déjà parlé d'ailleurs, un petit peu. Mais la mission d'Alan, c'est vraiment de mettre la technologie au service de l'humain. Hem, D'où le nom d'ailleurs, Alan vient de Alan Turing, du coup, qui représente la technologie et Alan Watts qui représente, l'humanisme et du coup, l'apport sur la santé et sur le fait de vivre une meilleure vie. Et du coup, l'objet, c'est d'essayer de développer des solutions technologiques afin d'améliorer la qualité de vie de nos assurés et de nos membres. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que Alan soit la première app qu'on ouvre dès qu'on se pose une question sur sa santé, dès qu'on recherche à faire quelque chose autour de sa santé et de l'améliorer. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une expérience holistique qui va de la prévention jusqu'à la fourniture de soins et en passant par son financement. Et du coup, le financement de la santé, euh, le système en France, c'est l'assurance et du coup, c'est un système d'assurance. Et du coup, c'est la première brique opérationnelle qui a été construite OK. par Alan. Et c'est pour ça qu'on est un peu connu là-dessus, parce que c'est le premier pain point qui a été levé par Alan. OK, très clair. Toi, tu arrives chez Alan. C'est quoi ton rôle aujourd'hui chez Alan? Alors, quand je suis arrivé, ou Alors peut-être quand tu es arrivé, puis comment tu as évolué. ouais. Alors, je suis arrivé, j'étais le deuxième de la fonction finance. Il y avait eu une première personne qui avait été recrutée 1 ou 2 ans avant moi, qui depuis est partie, mais qui du coup avait construit de manière très opérationnelle les processus financiers de la boîte. D'accord. Et quand je suis arrivé, c'était l'année de l'internalisation de la compta, où ils venaient de sélectionner un outil comptable et on voulait transformer justement nos processus opérationnels pour se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire scaler cette fonction pour être capable de produire des données de qualité. On commençait à atteindre une taille critique qui faisait que dans des cadres de levée de fonds ou de communication financière auprès des investisseurs, être obligé de passer par un expert comptable, ça générait de la friction, ça générait des délais et ça générait aussi une moindre maîtrise de ces données de la part des équipes finance. OK. Parce que finalement, la meilleure manière de bien maîtriser ces chiffres, c'est de les produire soi-même. OK. Donc la compta était chez un expert comptable. Quand toi tu arrives, ça correspond à la période où vous internalisez tout ça. Mhm. Hem, une fois que vous internalisez tout ça, comment après comment ça s'est fait? Comment tu as pu, développer justement, cette fonction finance? Donc, ouais, du coup, mon rôle avait été à l'époque d'apporter un peu la casquette connaissance financière et connaissance du métier de l'assurance dans un contexte financier.
Parce que la première personne ne venait pas du tout de ce background-là. Il D'accord. avait plutôt un profil un peu plus ingé, où du coup, il avait construit une automatisation assez fluide, mais de manière très pragmatique. Et moi, je suis arrivé pour bosser en binôme avec lui, pour hem, redresser là où potentiellement il avait pris des raccourcis un petit peu trop radicaux, et potentiellement apporter, des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. Donc mon rôle a vraiment été de penser l'architecture de la fonction, en commençant à la base par la production comptable, du coup la comptabilité, et assez rapidement, en fonction des besoins qui émergeaient, il y a eu un besoin de business plan et du coup, j'étais un peu plus disponible parce qu'on avait des trucs à construire sur l'automatisation, donc c'est moi qui l'ai récupéré et du coup, j'ai repris tout le FP&A, j'ai construit le FP&A également. Puis on a commencé à se sophistiquer dans nos opérations, à avoir plein de comptes en banque à droite, à gauche. Les taux ont commencé à remonter, on a commencé à se poser les questions d'investissement et du coup, j'ai monté la fonction trésorerie et la fonction investissement. OK. Donc en Donc gros, de manière assez itérative, construire les différentes briques élémentaires de la fonction finance. Donc c'est un peu ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que tu es vraiment l'architecte en fait de la fonction finance chez Alan et en fait, tu es dans les premiers arrivés surtout de la fonction finance. Peut-être pas tu pas un des premiers Exactement. Alaners, mais tu es un des premiers Alaners. Je crois que c'est le terme Alaner, hein, c'est ça? Tout Je à me trompe fait, pas, c'est ça? les Alanins. Donc les Alaners, donc tu es un des premiers Alaners de la fonction finance et donc en fait, à ce titre, tu as pu effectivement, construire, cette fonction finance. Donc aujourd'hui, chez Alan, c'est combien de personnes? Donc on est 11 aujourd'hui dans la fonction finance. OK. Quels sont les types de profils que vous avez aujourd'hui en fonction finance? Alors depuis, c'est un petit peu plus structuré, donc on a un CFO qui n'est pas moi, qui est en charge, plutôt de la vision stratégique, qui est censée porter du coup la transformation d'une vision très produit qui va être portée par les fondateurs en une vision financière, une equity story et de toute la communication financière auprès des investisseurs. OK. Il y a moi qui est plutôt en charge de la finance opérationnelle, donc l'architecture de comment est-ce qu'on fait pour produire de la donnée financière, quels sont les KPI qu'on doit suivre, comment est-ce qu'on produit cette donnée et comment est-ce qu'on opère la fonction de manière générale. Ensuite, on a une équipe FP&A, qu'on appelle stratégie chez nous, qui travaille plus avec la CFO, sur le monitoring de la performance, sur des deep dive, du coup des analyses assez, pointues, hem, que ce soit sur, la croissance, la stratégie d'acquisition, sur, la stratégie de marge à l'acquisition, les stratégies d'OPEX, les OK. stratégies d'allocation du capital, donc plutôt sur la partie stratégie. Et ensuite, on a 4 personnes, 5 maintenant, vu qu'on en a une autre qui vient d'être rejoint, sur la partie finance opérationnelle, OK. donc la production de la compta, l'automatisation de la compta, où on a 2 types de profils, soit des ex-auditeurs qui, du coup, mettent la main à la pâte et sont plutôt dans la production, soit des profils qui sont des anciens financiers qui ont fait des reconversions en data, OK. et qui viennent pour l'automatisation de la fonction, et qui sont plutôt les builders OK. de la fonction. D'accord, donc avec des profils quand même un peu tech quand même, Un petit peu tech, ouais. Donc c'est pas c'est pas des ingénieurs de formation. En général, ils ont plutôt fait des bootcamps data science, et du coup qui servent de lien. On trouve que ça a pas mal de valeur pour faire la connexion entre l'expertise métier finance qu'ils connaissent et du coup ils parlent le même langage que nous, et nos équipes data ou nos eng qui vont faire le déploiement opérationnel et du coup ça crée un petit lien qui chacun donc en gros, ils peuvent se parler quoi? exactement. C'est un peu ça l'idée. Peut-être un petit mot parce qu'on en a parlé mais pas trop, juste pour le contexte, mais en quoi le fait d'être un assureur, voilà, peut un peu modeler la fonction finance? Quelles sont un peu les contraintes et les, avantages, contraintes, voilà, les spécificités, du métier d'assureur quand on est, dans une fonction finance? Alors, c'est une bonne question parce que ça, transforme un petit peu. On n'a pas les mêmes contraintes que sur une fonction finance traditionnelle. Hem, le premier élément qui me vient en tête, c'est que l'assurance est un métier à BFR inversé. C'est-à-dire que le cycle de production est inversé. On touche les primes d'assurance avant d'engager le moindre frais. Donc du coup, on n'a pas de problématique de trésorerie et du coup, on n'a pas de problématique de monitoring, du coût du cash. C'est pas un enjeu majeur chez nous, on le regarde évidemment, mais c'est pas ça qui doit driver notre prise de décision. Ce qui est limitant dans la vie du coup d'une société d'assurance, c'est ses besoins en capitaux propres. D'accord. C'est-à-dire que pour avoir le droit d'opérer en tant qu'assureur, l'État nous impose via la CPR, d'avoir un minimum de fonds propres de côté pour être capable de faire face à nos risques pour l'année à venir. Et ce que j'appelle faire face à nos risques face à l'année à venir, la règle, c'est un choc bicentenaire.
Donc, il y a 99,5% de chances que ça ne se produise pas, mais on doit être capable d'avoir assez de fonds propres pour être capable d'y faire face. Typiquement, un Covid, par exemple, qui peut être considéré comme un événement assez exceptionnel. C'est ce genre de choses. Et du coup, il y a des formules standards, mais l'idée, c'est vraiment de choquer tout ce qui peut se passer, donc que ce soit sur la charge des sinistres, sur le risque de contrepartie des tiers, que ce soit le risque opérationnel, le risque financier, etc. Donc, l'idée, ça va nous faire une estimation du coup du montant de fonds propres minimum qu'on est censé avoir en permanence. Et du coup, on doit comparer en permanence combien est-ce qu'on a de fonds propres en parallèle. Donc, notre limitant et notre carburant limitant, c'est pas le cash. Est-ce que j'ai assez de cash pour payer mes salaires à la fin du mois? C'est est-ce que la CPR va pas me retirer mon agrément parce que j'ai pas assez de capital? Pour faire face à des obligations potentielles sur la base des chocs que vous avez Ouais. réalisés. OK. L'idée, c'est de protéger l'assuré en bout de course en disant que il n'est pas acceptable qu'un assureur fasse faillite et qu'il, du coup, il ne rembourse pas les sinistres auxquels il s'est engagé parce qu'il a déjà encaissé la prime. Du OK. coup, on doit garantir qu'il sera en capacité de payer les sinistres a posteriori. OK. Donc, pour être capable de faire ça, on a des montants minimums. Et du coup, s'il y a un problème, dans ce cas-là, la CPR retirera la licence et redistribuera les contrats à d'autres assureurs. OK, très clair. Donc c'est pas un pilotage par la performance économique, cash et cetera, c'est un pilotage par le capital, hein, grosso modo, c'est de s'assurer, Il y effectivement a de il y a une ces obligation, ratios. en tout cas, il y a une obligation de le regarder et de le monitorer et de le projeter, en particulier quand on est une boîte en forte croissance, parce que finalement cette obligation de fonds propres va augmenter très vite, Bien parce sûr. qu'elle est drivée par le nombre de clients en Bien sûr. portefeuille. Et en parallèle, si on est une boîte qui n'est pas encore rentable, le capital se délite petit à petit et du coup, la prévision de quel est le moment où ça va se retourner, est-ce que les 2 courbes vont se croiser à un moment? C'est un peu tout le jeu de mon métier et ça a été tout le jeu de mon métier pendant un certain temps. OK, et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, mais bon, Alan a gagné beaucoup de gros contrats récemment, des contrats publics avec des Mmh. ministères, avec beaucoup d'assurés, des ayants droit et Tout à cetera, fait. et donc ça veut dire que, bah, à chaque fois qu'il y a ces gros contrats qui arrivent, il y a une nécessité à chaque fois de un peu, retester, réévaluer cette solvabilité à chaque fois qu'on récupère des nouveaux contrats, c'est ça? Enfin, Bah, c'est même une question qu'on se pose avant même de répondre à l'appel d'offres. d'accord, OK. En se disant, parce que lors de ces gros contrats, du coup, c'est les contrats de la fonction publique, donc c'est différents ministères qui ont ouvert leur appel d'offres. Il y a eu en parallèle tous les ministères qui se sont lancés parce que c'était une réforme La nationale la qui a PSC, hein. imposé d'avoir un assureur santé pour chacun des ministères. Et quand on a vu tous ces appels d'offres, on a vu une très belle opportunité, mais on a su aussi qu'on n'allait pas pouvoir tous les remporter, ne serait-ce que d'un point de vue capital. Et du coup, on a dû réfléchir de manière un peu stratégique, quels sont ceux qu'on est capable d'absorber avec les fonds propres qu'on a actuellement, et se pose aussi la question de à quel tarif jusqu'à quel prix on est capable d'aller. Pas simplement parce qu'on peut imaginer avoir un tarif minimum en se disant on sera capable de gagner de l'argent, on est capable de l'absorber, mais d'un point de vue solvabilité, ça passera pas, OK. et du coup, ça nous mettrait dans une situation trop difficile. Donc même le design de la réponse à l'appel d'offres a nécessité cette, révision. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le cœur du sujet sur la partie, structuration de cette, fonction finance. Quand toi tu es arrivé, donc, comme tu l'as dit, hein, tu es un peu Mmh, l'architecte, tu pas été le seul j'imagine, mais un peu l'architecte de la mmh. fonction finance. Quelles ont été voilà, les bases, on va dire, de réflexion pour construire cette fonction finance qui se voulait scalable dès le départ, hein, je crois, hein? C'était l'idée, c'était de pouvoir d'accompagner cette phase d'hypercroissance. Quelles ont été les briques nécessaires? Voilà, quelle a été la réflexion? Quels étaient les principes qui ont été posés, structurants dès le départ pour pouvoir justement, bâtir cette fonction finance? Alors la première chose, c'est un biais que j'ai qui me vient aussi de, l'assurance, hem, qui est, que la finance, c'est de la donnée, enfin finance is data. Hem En assurance, c'est un métier de flux financier. On ne passe notre temps qu'à collecter des primes et payer des sinistres. On n'a pas de gestion de produits, on n'a pas de stock, on est un métier pur de plateforme financière. Et du coup, pour ce faire, on encaisse des milliers de primes tous les jours et on paye des milliers de sinistres tous les jours. Donc on a besoin d'avoir un monitoring hyper précis de la donnée, ce qui du coup ouvre des opportunités d'automatisation, parce que finalement on a accès à cette donnée en direct et c'est notre cœur de métier que de savoir monitorer cette donnée. Mais c'est aussi nécessaire parce qu'on ne peut pas se permettre de gérer les choses à la mano. On ne peut pas se permettre d'avoir des écritures manuelles dans notre monitoring financier parce qu'il y a trop de volume. OK. Donc, l'archi le
on avait d'une part une obligation métier qui nous obligeait de prendre ce virage-là, mais ça a été aussi une conviction dès le début qu'on avait une opportunité d'automatiser la fonction finance en allant très loin. Parce que, un, on avait toute la donnée. Deux, contrairement à beaucoup d'assureurs, comme on était une très jeune boîte, bah, on n'avait pas de legacy De sur le legacy, ouais. passé lié à des acquisitions qui fait qu'il y a plusieurs outils de gestion qui coexistent, qui doivent être réconciliés. On avait un seul et unique data lake qui était propre, qui était clean. Et voyant ça, on disait qu'on n'a pas le droit d'avoir un processus qui soit compliqué, qui soit lourd, qui nécessite beaucoup d'opérations manuelles. On s'est tout de suite dit, faut que ce soit un presse-bouton où on appuie sur un bouton et la compta, elle est produite. Ok. Donc ça a été notre biais et notre ambition. Et c'est même un biais qui était là avant que j'arrive, où, comme je disais, la première personne qu'on a recrutée en finance, c'était plutôt un ingé qu'un financier. Après, c'est un biais sur la boîte de manière générale chez Alan, je pense, hein, Ouais. c'est, OK. Et donc, comment ça s'est traduit, concrètement, ce biais-là? C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous avez automatisé? Voilà, quels ont été les différents outils? Est-ce que ces outils-là, ces outils que vous avez développés, comment vous avez, un peu structuré, votre stack? Alors, on a tout de suite, alors, on a d'abord pris un outil comptable. Pour la petite histoire, on s'est même posé la question à l'époque, j'ai vu les discussions, de est-ce qu'on construirait pas notre outil de comptable nous-mêmes? Parce qu'on a un peu un biais à ne pas trop vouloir utiliser des outils externes et pour pas être dépendant d'un prestataire externe et des limitations produits qui vont être organisées. Et on se dit que si on est capable de le construire, on pourra se faire quelque chose sur mesure qui peut être un peu plus puissant et en tout cas qui nous correspondrait mieux. Mais bon, on n'est pas allé au point de construire un outil comptable. Donc on a choisi NetSuite, qui est un peu l'outil que toutes les startups prennent en OK. ce moment, parce qu'il est assez personnalisable, il est assez brut, mais du coup, il nous permet de détenir notre interface comptable et de la construire nous-mêmes en métier. D'accord. Et du coup, on a décidé par contre de construire toute l'intégration nous-mêmes. Du coup, en structurant au sein d'un data lake toutes les données métiers, en intégrant toutes les données bancaires aussi, on a choisi de bosser qu'avec des banques enfin, non pas traditionnelles, mais un peu des néobanques qui nous permettaient d'avoir un accès en API à toutes nos données. OK. Ce qui nous a permis d'avoir une stack de données unique qui était toute la matière première pour produire les finances de la boîte. OK. Donc ça veut dire que, pour que je comprenne bien, il y a toutes les données qui se déversent dans un data lake, donc Mhm. un entrepôt de données, hein, je crois que c'est ça le Ouais, terme en français. Toutes ces données se déversent là-dedans et après vous, dans vos outils que vous avez paramétrés, hein, pas développés forcément, mais paramétrés, ça vous permet d'aller requêter, d'aller récupérer les données dont vous avez besoin. Mais le prérequis, c'est de pouvoir stocker toutes ces données au sein d'un data lake unique. exactement. D'accord. Donc, en fait, et dans ce data lake, on a à la fois du coup des données qui nous viennent de l'externe, donc comme je disais, les différentes néobanques avec qui on peut travailler, où on récupère toutes nos transactions bancaires qui sont un peu classifiées, qui sont déjà un petit peu enrichies de données, mais également toutes nos données métiers, parce que finalement, comme on a construit notre système de facturation, notre système de remboursement des sinistres, toute notre stack métier en interne, on a accès à toutes les données du back-end OK. au sein du data lake également. D'accord. Donc, le métier et du coup tout le travail que nous, on a mis en place ensuite, c'est comment est-ce qu'on traduit ces données brutes en de l'information financière et du coup, comment est-ce qu'on les structure en disant quelle est l'information dont j'ai besoin et qui doit se refléter dans la comptabilité. Et du coup, c'est juste un travail d'écriture, enfin de traduction finalement d'une donnée brute en D'accord. une histoire financière. OK. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, mais il n'y a pas de comptable, hein, aujourd'hui chez Alan, je crois. Mhm. C'est l'outil qui, écrit en fait, hein, ça, qui fait ces écritures, automatiquement. Pareil sur les autres briques, la trésorerie, tous les autres outils que vous pouvez utiliser, vous les avez développés vous et ça se fait de manière automatique avec un bouton. Grosso modo, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on doit le comprendre? Alors, c'est ça l'ambition. Il y a forcément des points de friction encore régulièrement. Il peut y avoir des choses, ne serait-ce que quand on veut automatiser tout, il y a des moments où euh, le carré va pas rentrer dans le rond Ouais. et du coup, il y a forcément des exceptions qui vont finir par émerger. Donc, on se pose à chaque fois la question de est-ce que c'est une nouvelle opportunité d'automatisation ou est-ce que c'est juste un événement marquant qui a eu lieu et ça ne reverra qu'une fois et c'est terminé. OK. Euh, tu parlais de la trésorerie. On a des systèmes de réallocation et de rebalancing de comptes qui sont automatisés D'accord. et qui sont déjà réfléchis. Parce qu'on commence à avoir une multitude de comptes. On doit avoir une trentaine ou une quarantaine de comptes bancaires aujourd'hui avec chacun une action dédiée. Donc, il y en a un pour rembourser les sinistres, il y en a un pour collecter les primes, il y en a un pour gérer nos investissements, etc.
Et du coup, cette allocation d'un compte à l'autre pour essayer d'optimiser les besoins en fonds de roulement de chacun des besoins des comptes, tout en optimisant les investissements parce que du coup, comme je disais, on n'a pas de besoin de cash et c'est pas un réacteur limitant, donc on vit en permanence avec une abondance de cash C'est magnifique. qui se doit, qui se doit d'être investi pour derrière, enfin, pour Optimiser, bien optimiser notre sûr, rendement bien et être sûr. capable du coup de proposer des tarifs plus avantageux et être compétitif vis-à-vis de nos concurrents. Euh, Tout ça nécessite du coup une bonne gestion de la trésorerie pour savoir, OK, combien est-ce que je peux me permettre d'investir. Ok, ok, très clair. Donc, Alan, phase, je crois que d'hypercroissance, c'est vraiment le terme dédié. Comment elle a évolué donc, cette stack au fur et à mesure de l'évolution d'Alan, cette phase d'hypercroissance? Est-ce que, tout a été, vous avez tout bien, défini dès le départ et donc, ça s'est bien passé? Ou est-ce qu'il y a eu des moments de friction, des moments où vous vous êtes posé des questions, vous avez vu il y avait des limites peut-être sur ce que vous aviez bâti et qu'il a fallu peut-être, voilà, repartir un peu de zéro ou refaire, certaines choses? Euh, alors évidemment oui. On a historiquement en fait construit une stack qui fonctionnait bien, mais qui était une photo de notre modèle opérationnel du moment, qui est un peu le piège classique dans lequel beaucoup tombent, euh, et qui du coup était hyper efficace le jour où elle a été lancée, et qui par contre a eu du mal à évoluer et à être suffisamment fluide pour évoluer avec les évolutions métiers qui arrivaient en parallèle. Par exemple, Euh, qu'est-ce qui fait que c'était moins fluide? J'ai par exemple en tête, on a commencé à changer notre méthodologie de facturation des clients. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de facturer. Soit, on se dit: «Tous nos clients vont s'onboarder sur la plateforme Alan. Une fois qu'ils sont invités, on sait qui est là et du coup, on facture le client en fonction des gens qui sont invités» et en plus, c'est pour nous une manière de savoir à qui on doit rembourser des sinistres. Mais du point de vue de l'employeur, c'est un petit peu, enfin, comme il collecte les primes sur les fiches de salaire de son employé, faire la réconciliation entre les 2, c'est pas la meilleure, expérience pour lui. Donc OK, du coup, on a ouvert une nouvelle possibilité pour nos clients, qui est la facturation via DSN, qui est, ben, la DSN, du coup, c'est un fichier, national, de payroll qui est envoyé à l'État et qu'on peut récupérer et dans lequel il y a toutes les informations de la paie. Dans ces informations de la paie, on peut voir, du coup, la liste des employés et d'accord. combien ont été collectés. Donc on peut se dire: «OK, si ce montant a été collecté au titre de l'assurance santé, c'est que c'est le montant qu'on doit facturer. Mais ça pose plein de questions de réconciliation entre les deux systèmes, de savoir est-ce que les gens qui ont été facturés au sein de la payroll sont bien les gens qui sont sur l'app et est-ce qu'on a une cohérence là-dedans. Ça, c'est des problématiques métiers qui ne me touchent pas directement, mais en fait, ça a fait un switch de méthodologie avec des délais de clôture qui étaient plus les mêmes OK, et qui génère du coup une double source de données qui fait que j'ai plus une source unique pour produire le chiffre OK, d'affaires de la boîte. d'accord. Et du coup, quel est le bon chiffre d'affaires? OK. Est-ce qu'il y a des choses avec un peu de recul que vous auriez fait un peu différemment, peut-être, sur, voilà, quand vous avez dû structurer, toute cette fonction finance, est-ce qu'il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui ont été très bien Mm. faites, je suppose la majorité. Peut-être des choses qui ont été moins bien faites et que vous changeriez? Dans la réflexion de l'architecture, parce qu'on est dans un gros process actuellement de refactoring, euh, on a construit en fait la stack d'automatisation de la finance en un bloc en se disant que il y a beaucoup de choses qui sont interdépendantes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une cohérence entre les primes qu'on voulait être capable de drill down jusqu'à la maille de l'assuré euh, d'un côté, avec les remboursements de sinistres pour s'assurer que la personne qu'on a remboursée, elle a bien payé sa prime, etc. Et du coup, jusqu'au cash, en disant je veux la réconciliation complète sur le cash qui a été réconcilié. Et du coup, on s'est dit, bah, on va faire une stack globale qui fonctionne de manière cohérente ensemble et qu'on va faire évoluer. Parce que ça a rapidement, du coup, à force de ces frictions qu'on venait corriger, créé un niveau de complexité qui a augmenté petit à petit et qui devenait de plus en plus difficile à maintenir et qui créait un buzz factor sur les personnes l'ayant construite. Parce OK, que du coup, ça créait une stack qui était tellement complexe que seules les personnes l'ayant construite étaient capables de la modifier ou en tout cas de comprendre les implications de toute la construction. Et du coup, ça fait, je dirais, un an et demi maintenant qu'on travaille sur les fondations de cet outil, en fait, le reconstruire, mais en identifiant des briques opérationnelles plus simples OK, et qu'on a construit en amont dans le data lake directement plutôt que de le construire dans l'interface heure comptable. OK. Ce qui
et en fait plus simple d'accès parce que la lecture de la donnée est du coup directement accessible. OK. Et ce qui du coup donne accès à l'intégralité de la boîte, aux données de la compta, enfin et du coup aux données de la finance qui du coup génèrent une réconciliation à 100% de la finance avec les trackers métiers. Chose qui n'était pas complètement le cas avant, parce que du coup, il y avait des travails en doublon qui finissaient par émerger, qui arrivent un peu partout. J'ai besoin de mon indicateur de suivi de la performance, du coup, je me le construis en tant que métier. Type, je sais pas, je veux suivre mes impayés. J'ai des impayés qui sont dans la finance, mais ça a été construit un petit peu différemment parce que on n'appelle pas impayé exactement la même Ouais. chose côté métier que côté finance. Et le bridge entre les deux est assez pénible à faire. OK. Donc si je comprends bien, vous avez simplifié en fait. La reconstruction, c'était surtout, une simplification en fait, hein, si j'ai bien compris? C'est plutôt un éclatement, Un éclatement? D'accord. de la stack. En fait, on produit tout de la même manière. Ça permet de résoudre aussi des problèmes qu'on voyait émerger et qu'on savait pas trop par quel bout le prendre dans la stack globale. Et du coup, le fait de remettre tout à plat, ça permet non seulement, du coup, de rendre visible l'architecture globale et du coup, de rendre accessible aussi des OK. données qui n'étaient pas accessibles avant. Et OK. du coup, d'aligner toute la boîte sur, voilà la source de données principale et du coup, on va monitorer notre activité sur la C'est-à-dire? donnée de la finance. OK. Tu as parlé de Bus Factor. Si je comprends bien, Bus Factor, c'est grosso modo une sorte de risque de dépendre de personnes, de certaines personnes, hein. Ça, c'est un risque de Mmh. personne clé, hein. Je crois que Oui. c'est un risque de personne clé, on peut l'appeler comme ça. Donc ça veut dire que le travers, on va dire, de l'automatisation qui était un peu poussé, c'était de se dire: «Bah, en fait, on a tellement automatisé que finalement, qu'on était quand même assez dépendant des personnes qui avaient travaillé sur ces automatisations et donc la perte d'une personne pouvait être très critique pour l'entreprise, en fait». Enfin, pour la fonction finance, en tout cas. Oui et en particulier ça va mieux. Maintenant, on est une dizaine de personnes, mais il y a encore, 2 ans, on était 4. Et du coup, quand on a 4 personnes qui chaque personne était un peu indispensable et du coup, la perte d'une personne avait un poids assez démesuré. Donc depuis, on a créé un peu de redondance, mais qui était nécessaire vu que chaque personne commençait à devenir un goulot d'étranglement. À 4, c'était plus tenable. Mais en créant cette redondance, on du coup permet d'avoir Redondance, c'est baquer, en fait, hein. C'est que vous baquez un peu ouais les, et c'est surtout, en fait, à 4, on avait à peu près la même structure, sauf qu'il y avait une personne sur chaque fonction. Maintenant, on a 2 personnes sur chaque fonction et c'est pas q et elles ont des périmètres chacune, différentes. distincts et c'est pas pour autant qu'elles se tournent les pouces, parce que Non, bien la sûr. quantité de, la quantité de choses qu'on attend de nous a évolué également. Hem Mais ils sont capables de récupérer le scope les uns des autres. Et OK. on a eu un gros test, justement cet été avec, la personne qui a construit, une grosse partie de notre automatisation qui est partie en congé maternité pendant 6 mois et où on s'est dit: «OK, est-ce qu'on va être capable de continuer à faire tourner ce truc-là sans elle?» Et OK. ça s'est bien passé. OK, très clair. Peut-être sur la partie, automatisation, et IA, quels sont aujourd'hui les principaux cas d'usage qu'on peut, décrire chez Alan, les process les plus automatisés, ceux qui apportent le plus de valeur? Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns pour un peu avoir une idée, en fait, de ces bénéfices, en fait, de l'automatisation aujourd'hui chez Alan, au sein de la fonction finance? Alors j'en ai un qui est pas directement lié à la fonction finance, mais qui apporte beaucoup de valeur et qui, je pense, est un des éléments de succès d'Alan, qui est notre, claim engine, du coup, notre système de remboursement des sinistres. En fait, on a vraiment automatisé une stack qui prend l'information, du coup, de la sécurité sociale qui nous arrive en amont, qui va traiter cette information, identifier à quel membre est-ce que ça se rapporte, calculer, du coup, les garanties, liées à cette personne, identifier combien est-ce qu'on doit lui rembourser, si on doit le rembourser. Parce qu'on a les cas de, tiers payant Bien sûr. où, on ne doit pas rembourser le membre, mais on doit rembourser un autre tiers. Donc comprendre toute cette complexité et tous ces cas d'usage et ensuite déclencher le paiement de manière automatisée. Hem Toute cette chaîne de valeur, on a aujourd'hui automatisé plus de 95 des remboursements de sinistres. Santé, d'accord. Hem Et ça nous permet d'avoir une visibilité, en plus de bout en bout de toute la chaîne, où on est capable, sur chaque virement qui a été émis auprès d'un membre, de comprendre de manière autonome pourquoi ce montant a été remboursé. Et du coup, n'importe qui dans la boîte peut ouvrir un graphe de visualisation des différentes étapes qui ont été passées pour essayer de comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé, pour atteindre ce niveau de remboursement. Et ça, c'est une mine d'or pour la finance, parce que du coup, on peut retranscrire
toute cette chaîne d'événements dans la compta et se dire: «OK, où est-ce que j'en suis dans l'étape de j'ai réceptionné des documents, je sais que j'ai une dette envers mon client, mais je ne l'ai pas encore remboursé». C'est traduit du coup à cette maille-là dans la comptabilité, à la maille du client et à la maille du remboursement. OK, donc tu as une granularité de l'information, qui est assez exceptionnelle aujourd'hui, hein. Tout à fait. OK. Du coup, on est capable d'éclater, si on prend, la charge des sinistres de 2025, d'Alan, de dire: «C'est, la somme de tous ces clients-là» et vraiment d'avoir une base de données qui va me dire, «Voilà la liste de tous les clients qui ont été remboursés». Vous êtes capable d'aller jusque-là, en fait, hein, c'est Oui. ça, hein? Ouais. OK, c'est très précieux, c'est très précis en plus, hein, très précieux et Qui très précis, est hein. ouais, Et qui tu du coup permet de faire toutes les analytics qu'on veut et de s'amuser exact en disant quel était le driver, d'essayer de comprendre comment la charge des sinistres a évolué, quel est le principal driver, comment est-ce qu'on peut adapter notre pricing, comment est-ce qu'on peut agir sur de la prévention en amont qui va permettre d'agir sur, l'accès aux soins de nos clients et potentiellement de réduire nous notre charge des sinistres, et du coup de proposer des meilleurs tarifs à nos clients. Ou bien, bah, justement d'avoir une meilleure compréhension de comment est-ce qu'on peut mieux les servir. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter certaines garanties parce qu'on voit beaucoup de reste à charge qui émergent et du coup ça met des membres en difficulté? Ou au contraire de se dire: «Mais là, sur, ce périmètre-là, c'est pas très utilisé, du coup on fait payer à nos membres quelque chose qui a pas beaucoup de valeur». OK. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on disait, tout à l'heure que, l'expérience client était très poussée chez Alan. Ce que tu dis, en fait, c'est vraiment l'expérience client, c'est-à-dire que 95 des flux sont automatisés. Alors, Mmh. au-delà de dire que c'est automatisé, le bénéfice client, c'est certainement de dire que c'est très rapide surtout, en fait. Oui. Du coup, on est assez c'est un peu le 1er wow effect quand on utilise Alan J'ima pour la première fois. alors je suis client Alan, donc je peux, c'est pas sponsorisé, mais je peux en témoigner. Et où, on arrive à rembourser plus vite que la sécurité sociale nos clients, Ça, c'est incroyable. sachant qu'on a l'information de la sécurité sociale à la base. C'est incroyable. Hem, et ça vient simplement justement que cette chaîne de bout en bout soit automatisée, qu'on fasse des virements automatiques systématiquement. Et il y a un petit effet waouh en particulier lorsque, on prend en photo, une facture de notre kiné ou, notre ostéo, qu'on l'upload sur la facture enfin sur, Sur l'appli. l'application et que, au moment où on met son téléphone dans sa poche, il y a la notification qui dit, «C'est bon, ben, l'argent est sur votre compte». C'est vrai que c'est incroyable. Et donc en plus, donc il y a ce côté effectivement, facturation enfin, remboursement de sinistre qui est très rapide. Alors c'est 95 et c'est en moins d'une journée, c'est ça, hein, 95 moins d'une journée? C'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est Ça ça. doit être, Et en plus de ça, c'est ça, j'avais pas ça en tête, vous êtes capable aussi après d'aller voir finalement les assurés pour leur dire: «Finalement votre couverture aujourd'hui, elle est plus vraiment adaptée. On comprend que, peut-être que vos besoins en optique sont aujourd'hui plus importants et peut-être moins sur, telle partie». mmh Et donc ça, vous avez de manière proactive à aller voir les assurés pour leur dire ça? Sur la base des données que vous avez pu, constater pour ce client, ça va à cette maille-là pour le coup? Ouais, en fait, c'est dans le cadre on fait face à une inflation médicale, du coup, le coût de la santé ne fait qu'augmenter, C'est vrai. heu, du fait bah, d'une part de l'avancée de la recherche et du coup, on a des nouveaux médicaments, on a des nouvelles, solutions de traitement. Il y a un développement du coup du système de soins qui est assez impressionnant, mais qui du coup vient avec un coût. Ce coût est très absorbé par la sécurité sociale, mais qui fait face à, du coup, aussi un déficit, on en entend Et beaucoup parler. et de moins en moins Heu maintenant aussi par la sécurité mmh, sociale. Et en prix la sécurité sociale prend aussi peut-être de moins en moins et exactement et décharge du plus coup, sur les il y mutuelles. a pour équilibrer son budget, la sécurité sociale est obligée de rebasculer, du coup, une partie de ses charges auprès des assureurs santé, et ce qui, du coup, nous oblige à réévaluer nos tarifs régulièrement. Ce qui, du coup, nous oblige à nous poser la question: «Comment est-ce que je peux absorber au maximum, cette inflation médicale pour ne pas le retranscrire systématiquement sur mes clients?» OK. Donc du coup, l'analyse des garanties, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, comment est-ce que je peux maintenir un contrat à l'équilibre pour que la relation client-assuré soit gagnante des 2 côtés? C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en effet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage? Donc il y a la partie sinistre. Est-ce qu'il y a d'autres, cas d'usage, d'automatisation d'IA, très précieux aujourd'hui que vous, que tu constates au sein d'Alan, au sein de la fonction finance? Alors, au sein de la fonction finance, il y a un autre truc, un peu rigolo, je vais dire, qu'on a mis en place, qui est, ben, une automatisation de l'enregistrement comptable de tout ce qui est expense, ou en tout cas D'accord. de leur classification. Hem, j'ai une grosse conviction que et en particulier quand on travaille, avec, des millions de primes et qu'on a simplement quelques millions de d'OPEX, c'est pas là-dessus qu'il faut y passer le plus de son énergie et que du coup, en appliquant une règle des 80-20, on arrive à avoir un monitoring qui est à la fois très accurate, enfin qui est Précis, ouais. très précis sans être exact. Et du coup,
J'aime beaucoup l'idée d'essayer de mettre en place des solutions automatisées de traitement de tout le 80 des petites dépenses qui apportent peu de valeur ajoutée dans l'analyse, hem, mais qui se doivent d'être correctement traitées. OK. Et du coup, pour ce faire, on avait un problème de classification, de ces dépenses, parce que finalement, c'est de la donnée qui est beaucoup moins structurée, qui est beaucoup moins clean. On n'a pas envie de monitorer l'intégralité des restaurants de Paris, à chaque fois qu'il y a un sales qui va aller faire un rendez-vous client. Et du coup, on a mis en place une stack, qui automatise en fonction des informations qu'on a, le classement comptable. OK, très clair. Hem, Peut-être plus pour un peu mettre un peu de bémol, est-ce qu'il y a des choses qui marchent moins bien en termes d'automatisation aujourd'hui, dans tes équipes? Est-ce qu'il y a des process qui finalement ne sont pas automatisables et qu'on a constaté que, il n'était pas possible d'aller, plus loin dans cette direction? Hem, je dirais qu'il y a un truc qui me vient en tête, qu'on a refusé d'automatiser proactivement, et pourtant c'est quelque chose qui, je pense, pourrait s'automatiser, mais je pense que ce serait destructeur de valeur, qui est la production des business plans et D'accord. la production du plan stratégique, qui est un process qui est encore assez manuel, sur lequel on ne s'est pas équipé d'un pigment ou autre. On préfère le travailler sur une G-sheet pour être assez, assez fluide et assez flexible. Mais je pense qu'il y a une création de valeur dans la construction, où en fait le fait de construire le BP nous-mêmes à la mano fait qu'on comprend et on se ressent beaucoup mieux les contraintes du business qu'on n'aurait pas spécialement observé si le process avait été beaucoup plus fluide et beaucoup plus automatisé. Donc on accepte de garder cet investissement en temps de ressources, assez qualifiées en plus, à faire des choses, du coup de remonter des modèles, remonter des mémos, remonter des analyses, même si finalement l'update de 3 chiffres, finalement, c'est pas si compliqué que ça et il y a peut-être des optimums qui pourraient être calculés de manière automatique. Mais on pense que le fait de jouer avec le modèle et de le construire Ouais, je comprends. est OK. créateur d'insights. OK. Quels sont les prochains sujets de la fonction finance, les projets à venir? Aujourd'hui, quels sont, voilà, alors en plus, il y a la profitabilité qui a priori, arrive. Quels sont les prochains sujets, structurants pour vous? Alors, en effet, comme on a la profitabilité qui approche, ça va changer beaucoup de choses sur la manière dont on pilote l'activité. C'est-à-dire que je parlais de la gestion de capital tout à l'heure, qui était un caractère limitant, et sur lequel on devait anticiper: est-ce qu'on va avoir assez de fonds propres pour être capable de survivre tant qu'on est en perte? Le jour où on est en profit, on sera créateur de notre propre capital. Ce qui du coup veut dire qu'on ça nous ouvre des nouvelles opportunités, de prendre plus de risques, parce qu'on aura créé du capital supplémentaire par rapport aux risques qu'on prend actuellement. Hem Et du coup, se pose la question de comment arbitrer les différentes initiatives, les différentes idées qu'on peut avoir. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas complètement équipé, hem, parce que comme notre, stratégie était très simple et était sur l'optimisation pour essayer de créer un maximum de valeur, avec les fonds qu'on a actuellement, on n'a pas un outil de pilotage là-dessus. Donc ça, OK. c'est le truc sur lequel je travaille pas mal aujourd'hui, de quels sont les outils qu'on peut donner à disposition à la direction générale, du coup, aux fondateurs et aux au lead, du coup, d'initiative, pour se dire: «Est-ce que c'est la bonne direction dans laquelle on doit aller? Quels sont les leviers sur lesquels je peux agir? Et quel est l'impact de si je prends cette décision-là?» OK. Un exemple, très simple, on peut pas se permettre d'avoir, une acquisition en M&A plus, de lancer un nouveau produit et de lancer un nouveau pays. Chacun va coûter du capital et c'est pas simplement des analyses de ROI et on va pas être limité par le cash qui serait une réponse assez simple et du coup, on doit se poser la question de quel va être l'impact sur le capital à long terme. OK. D'ailleurs, ça donne une bonne transition avec, peut-être le positionnement de la fonction finance aujourd'hui, chez Alan. Hem, Moi, je serais très curieux de savoir aujourd'hui, la fonction finance, déjà, quand est-ce qu'elle intervient? Est-ce que alors moi, j'ai vu dans mes expériences précédentes, parfois la fonction finance, elle arrive en bout de chaîne. Mmh. Parfois, elle arrive au début de chaîne, mais souvent, elle arrive pas forcément au début, elle est pas forcément impliquée dans les premiers échanges. Donc, à quel moment vous intervenez? Puis, quel moment vous pouvez dire non aussi? Peut-être, on voyait les gros contrats qui sont arrivés il y a pas longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, la fonction finance peut dire: «Bah non, c'est pas rentable, c'est pas solvable». Qui a le dernier mot finalement? Voilà, comment, se positionne cette fonction finance au sein d'Alan aujourd'hui et quel est son «pouvoir» entre guillemets? Je
Je le positionnerais pas comme, une guerre de pouvoir où on a une organisation qui est très décentralisée. On voit la fonction finance comme quelque part un pôle d'expertise, plus que comme un acteur unique qui va donner son enfin, que comme une entité qui va donner son blanc-seing ou son veto. Hem, on a tendance du coup à être impliqué assez tôt, dans le cadre déjà du business plan, parce qu'on a tendance à penser qu'une initiative qui est pas dans le BP, elle existe pas. D'accord. Tout est Heu, figé dans le BP. tout A est priori, tout doit être dans le BP, tout doit être déjà, Ouais, il y a des initiatives qui peuvent être, à la phase exploratoire qui du coup ne seront pas décidées et ne seront pas intégrées. Mais en fait, la prise de décision d'intégrer une initiative dans le BP, c'est un peu la prise de décision qu'on va le faire. OK. Du coup, on est souvent impliqué à ce moment-là de réflexion, ce qui du coup nous permet d'être embarqués sur quel est le ROI de l'initiative, quel est le modèle économique, comment est-ce que ça va fonctionner et qui du coup nous permet d'accompagner et ouais, de conseiller sur la stack opérationnelle également. C'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir dès cet amont-là à comment est-ce que ça va fonctionner d'un point de vue opération, et d'un point de vue eng, pour être certain qu'on va récupérer une donnée qui va nous permettre d'automatiser les écritures par la suite OK. et du coup de construire une fonction qui sera scalable. Donc forcément sur les, premiers sur les MVP, sur les premiers, exemples, sur les premiers tests qu'on met en place, ça reste très manuel parce qu'on a envie de tester l'expérience, mais on essaie déjà de penser à si ça devait scaler, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour ne pas, créer une accumulation de systèmes manuels, OK. qui commenceraient à être un peu, submergents. OK. Donc vous êtes plutôt impliqué assez tôt finalement, dès enfin de toute façon c'est déjà dans le BP donc normalement vous êtes censé être impliqué assez tôt. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû dire non? Alors quand je dis toi, c'est fonction finance, voilà la fonction. Est-ce que tu as des moments où tu dis non clairement ou il y a des moments où on dit stop? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des moments où on dit non? Est-ce qu'il y a des moments où on dit stop? Est-ce que c'est votre pouvoir? Parce que tout à l'heure on parlait de responsabilité un petit peu, de culture de cette responsabilité qu'on va peut-être en Mmh. détailler juste après. Qui a le pouvoir de dire non d'ailleurs? Est-ce qu'il est chez vous? Alors, c'est je dirais pas qu'on dit non, je dirais qu'on équipe les responsables de projet sur les contraintes qu'ils sont en train de créer. C'est-à-dire que c'est pas mon rôle de dire: «Ça va coûter trop de capital, de lancer cette initiative, je sais pas, d'acheter cette boîte, de lancer ce pays». Par contre, c'est mon rôle de dire: «Ça va coûter ce capital-là et si tu le fais, tu pourras pas faire autre chose». Et du coup, de mettre en avant les contraintes et ensuite, c'est aux fondateurs de décider qu'est-ce qu'on décide de prioriser, OK. dans quel ordre et à quel moment. Hem, je pense que on peut être un peu prescriptif en disant: «J'ai identifié des leviers d'optimisation et du coup, je pense que on va dans le mur en allant, en faisant ce truc-là et enfin, je sais pas, si on ne travaille pas sur la marge et que, on décide d'ouvrir quelque chose de nouveau, on va tout brûler, on va pas s'en sortir». Être prescriptif en disant essayer d'identifier quel est le point de blocage, je pense que ça, on a un vrai rôle à jouer. Par contre, de dire, une fois qu'on a identifié le point de blocage: «Ça ne se passera pas parce que je l'ai décidé», ça, c'est pas mon rôle. D'accord, OK. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un rôle un peu de garde-fou, de business partner, hein, en fait, on peut dire, hein. Exactement. C'est exactement entre les 2. OK, très clair. Peut-être pour conclure, sur ces échanges, peut-être parler de la culture d'entreprise chez Alan. Parce qu'en fait, on a donné des petites briques un peu, responsabilité, qui sont très caractéristiques. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous décrire cette, fameuse culture d'entreprise, Alan? Et puis surtout, comment elle se décline au sein de la fonction finance aujourd'hui? Comment, voilà, elle a façonné aussi également cette fonction finance? Ouais, c'est vrai qu'on a une culture d'entreprise qui est assez particulière, qui que je recommande pas à toutes les boîtes parce que c'est lié vraiment à la vision d'Alan et c'est quelque chose qui a été construit dès le début. Donc c'est pas quelque chose qui est réplicable partout et tout le temps, mais c'est un truc qui fonctionne pour nous et qu'on apprécie beaucoup et du coup auquel on est, assez avec lequel on est assez protecteur. Je pense que la brique numéro un et le premier truc qu'on met en avant, c'est la responsabilité distribuée dont je parlais. Donc on a une organisation qui est assez horizontale avec, assez peu d'organisation hiérarchique. D'accord. Hem, on pense qu'on essaye de recruter les meilleurs sur chaque rôle qu'on recrute et on essaye de recruter du coup des personnes qui vont nous apprendre à être meilleurs, OK. et qui du coup vont vraiment apporter quelque chose de nouveau au sein de l'équipe. Donc on recherche un savoir-faire à l'extérieur et on pense que la meilleure manière
qu'ils s'expriment, c'est de leur laisser la liberté de le faire. Et du coup, pour ce faire, on les laisse libres de mener à bien leur projet. Et à partir du moment où quelqu'un lance un projet et qu'il est responsable du coup de son projet, c'est lui qui sera responsable de le mener à bout jusqu'au bout, et il n'aura pas à avoir des validations avec son chef, à avoir des systèmes de validation. Donc, par exemple, c'est-à-dire qu'au sein de la fonction finance, tu es le VP finance. Est-ce qu'on peut dire que tu es le numéro 2 aujourd'hui au sein de la fonction finance? Est-ce que ça peut se dire de cette manière-là ou est-ce que il y a le C'est CFO Bah, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le dire comme ça. J'allais dire pas de fait, mais plus organisationnellement, je vais plus être le référent pour apporter une cohérence dans les différentes briques qu'on va construire. Mais je sais pas, par exemple, on a une personne qui est en charge de la trésorerie. Je considère que c'est lui qui est le responsable de construire la fonction trésorerie. C'est pas parce que j'ai mis les premières briques opérationnelles qu'il y a une cohérence à avoir entre cette fonction-là et la fonction comptable qui ont été construites en parallèle que du coup c'est moi qui vais trancher toutes les décisions. OK, Je il est considère que c'est à eux de discuter et c'est à d'accord. lui d'être au courant des contraintes liées à la comptabilité parce que c'est lui qui est en train de construire sa fonction. OK, donc il n'était pas forcément hiérarchiquement rattaché, il est responsable de son périmètre et c'est lui qui est, jusqu'au bout responsable Exactement. de ses Et mon actions et rôle, de c'est ses plutôt projets. du coup de le coacher, de le conseiller, de le challenger, de le tenir au courant bah, il va dans le mur s'il il va dans cette direction-là. Mais à la fin, c'est sa responsabilité. OK, c'est très puissant comme concept. Ce qui, du coup, ce qui nous pousse un peu à essayer de recruter des gens meilleurs que nous. Bah, c'est obligé. C'est Euh, obligé. mais qui, du coup, est assez puissant. C'est un des trucs qui m'a aussi convaincu à la base de venir chez Alan. C'est que je trouvais que la culture d'entreprise avait été construite pas pour exécuter quelque part la vision de Jean-Charles et Charles, mais là où ils avaient été très forts, c'était à construire la culture d'entreprise qui allait attirer des talents et en leur laissant la liberté d'exécuter. Et que c'est là où Alan allait faire une différence. C'est en recrutant des gens enfin, très bons dans leur domaine et en leur laissant la liberté d'exécuter au bon niveau. Avec un vrai terrain de jeu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres principes également, Et du coup, pour que ce système fonctionne bien, il y a 2-3 principes un peu clés qui, du coup, ont été mis en avant, qui sont un peu connus. Il y a la transparence radicale Ouais. et qui, en fait, est une nécessité pour cette responsabilité distribuée. On ne peut pas se permettre d'avoir des sujets qui sont cachés à qui que ce soit dans la boîte si on part du principe que la personne est responsable. C'est-à-dire que si j'ai un projet à mener et que je suis pas au courant d'un projet annexe qui vient en contradiction avec ce que je suis en train de construire, parce que ce sujet, on n'est pas complètement transparent dessus, je peux pas faire mon métier. Donc cette transparence qu'on a voulu et on aime bien le mot de radical, c'est que du coup, on a accès à toutes les données. Donc le cas d'usage un peu connu et qu'on aime bien raconter, c'est la transparence des salaires, euh, c'est le plus sexy, mais effectivement. qui pour le coup n'aide pas à la collaboration directe, mais est un vrai levier d'efficacité dans la boîte, parce que du coup on retire tous les débats de négociation salariale, de jalouserie, de je pense que lui il est mieux payé que moi et je pense que c'est pas juste. Euh, on s'oblige à avoir un système qui est honnête et qui est juste. Parce que quand on connaît le salaire de tout le monde, il va falloir être capable de justifier que cette personne est quelque part un peu mieux payé parce qu'il apporte plus de valeur à la boîte. Euh, donc du coup, ça retire tout un débat, tout un bruit de fond. OK. On pense aussi que le fait d'apporter toute cette transparence, quelque part, ça évacue beaucoup de sujets et limite, ça limite le risque de fuite d'informations. Je pense par exemple au moment où on avait fait des levées de fonds, où on se posait la question de c'est quand même des sujets un peu sensibles, si ça fuite, potentiellement, ça peut mettre en difficulté toute l'opération. Et on a préféré de manière proactive le communiquer à toute la boîte en disant que si on ne le communiquait pas, il y aurait quand même des bruits de couloir. Le fait qu'il y ait des bruits de couloir, les gens en parleraient plus que s'ils étaient déjà au courant et qu'il n'y avait rien à discuter. Et que du coup, ce bruit de couloir, potentiellement, pouvait s'entendre un peu à l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où on dit aux gens de manière proactive, on vous fait confiance, mais c'est
une donnée interne qui ne doit pas sortir et du coup vous êtes au courant de tout mais n'en parlez pas à l'extérieur, c'est pas la même chose que d'essayer de leur cacher Je et comprends. où du coup ils ne se ressentent pas la responsabilité de ne pas en parler. Je comprends. C'est intéressant parce qu'en plus, avec la transparence des salaires, enfin, je crois qu'il y a une loi qui arrive aujourd'hui, enfin, qui va être appliquée dans quelques mois. Vous avez été un peu précurseur sur ce sujet de transparence des salaires, parce qu'en plus, il y a une loi qui maintenant Mmh. va obliger les entreprises à être un peu plus transparentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, la radicalité dans la transparence, Mmh. c'est plutôt une conséquence du principe de culture de la responsabilité, on va dire, distribuée. En fait, c'est juste une conséquence de cette responsabilité-là. Et donc, c'est pas deux choses qui sont communicantes, c'est plutôt l'une qui est la déclinaison finalement de l'autre, en fait, hein. Il y a la manière dont je l'ai vu, c'est j'aime bien mettre, la responsabilité distribuée un peu au centre parce que je pense que c'est un élément central et c'est un peu la manière dont je me l'explique moi-même. Mais on a vraiment un système qui est cohérent, enfin un système de culture qui a été réfléchi pour être cohérent dans son ensemble. OK, très clair. Hem, Peut-être pour conclure, aujourd'hui, on voit que, enfin, par rapport à tout ce que tu as pu dire, il y a énormément de bonnes pratiques, de choses très intéressantes que vous avez fait chez Alan et qui sont d'ailleurs parfois uniquement réalisables chez Alan, c'est ce que tu avais l'air aussi de dire. Mmh. Est-ce que néanmoins, il y a des choses qui pourraient être, répliquées par des concurrents, de la place sur l'assurance ou même d'ailleurs d'autres sociétés, pas forcément de l'assurance? Quelles sont les bonnes pratiques selon toi qui pourraient être répliquées, ailleurs? Alors il y a un dernier élément qu'on n'a pas parlé de la culture, mais qui est, je pense, celui qui m'a le plus transformé depuis que je suis arrivé, chez Alan, qui est la culture de l'écrit, hem, où on a une politique de pas faire de réunions, ou en tout cas, on aime bien de dire qu'on ne fait pas de réunions, mais on C'est n'est vrai que pas aussi radicaux. c'est connu pour ça, c'est vrai aussi, ouais. On va pas aussi loin que ça, c'est plutôt qu'on ne prend pas de décision au nom de la boîte au sein d'une réunion. Toute la prise de décision doit être faite à l'écrit et on passe notre temps du coup à débattre à l'écrit. Ça peut paraître lourd et inefficient et au début, c'est un peu le sentiment que j'avais et c'est un peu pesant au début, de changer et de rentrer dans le moule. Néanmoins, quand on voit la valeur que ça apporte, à savoir que ça dépassionne les débats, dans cette, recherche de transparence radicale, le fait de pas avoir des réunions dans lesquelles on est en vase clos et où du coup il y a des décisions sur lesquelles les gens sont pas au courant. Si la décision est à l'écrit, toute la boîte est censée avoir accès à cette décision et du coup en termes de communication, c'est beaucoup plus efficace. Hem Et ça permet, comme je disais, des débats un peu dépassionnés, un peu plus structurés, parce que quand on doit rédiger son point de vue à l'écrit, on a tendance du coup à se poser, à le réécrire, à l'argumenter, à l'illustrer, et qui du coup permet d'aller plus loin dans la réflexion qu'un simple débat à l'oral. Clairement, ça permet aussi peut-être de voir un peu les failles du raisonnement quand on doit le retranscrire à l'écrit. Forcément, on est un peu plus appliqué et peut-être que ça permet de voir un peu les failles du raisonnement et qui permet peut-être de fiabiliser les raisonnements qui seraient peut-être moins forts à l'oral qu'il ne l'est à l'écrit au final. Et ça permet de formaliser les hypothèses clés de la prise de décision et du coup en termes de rétro, c'est quelque chose de très puissant parce que si on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on avait, lancé un projet et finalement ça a pas marché, on peut revenir des mois après. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce truc-là? Quel a été notre driver? Quelle était l'hypothèse qui était fausse à la base? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de ce projet-là? Parce Et que tout le monde a accès à cette information pour le coup au sein tout de le monde y a l'entreprise. accès, ouais. Ok, très clair. Eh ben, merci beaucoup, Marc. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'on a appris énormément de choses sur le fonctionnement de la fonction finance, mais et puis globalement aussi sur le fonctionnement d'Alan. Merci encore. Et puis, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. À très vite.